Chers amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Attendu par les uns et redouté par d'autres, une rentrée des classes à la saveur particulière se prépare au Togo. Port de masque, mesures d'hygiène, distanciation sociale, élèves et enseignants devront s'habituer à de nouvelles réalités dès la première journée d'école. Le cadre de retour à l'école a été défini, mais les questions restent nombreuses. Mais nombreux aussi seraient les parents qui ne sont pas rassurés à l'idée de la reprise des cours. Et pour cause, l'école ne sera plus la même avec la pandémie de Covid-19. Pour faire le point, en cette veille de rentrée scolaire, je suis avec de ma gauche vers ma droite, Dr Samuel Yakou. Il est psychologue de l'éducation et de la formation. Ensuite, nous avons Raphaël Gadedjiso. Il est enseignant de philosophie. À la suite, nous avons M. Tatoa Pabeba. Il est enseignant de français et de CM. Vous aurez l'occasion de le découvrir le long de l'émission. Et enfin, à mon extrême droite, je suis avec M. Alphonse Kadenou. Il est enseignant d'espagnol. Lui aussi, vous le découvrirez le long de cette émission. Messieurs, bonsoir. Et merci d'être là. Au cours de cette émission, nous ferons découvrir un autre acteur de l'éducation qui est souvent absent dans la plupart de nos écoles et nous verrons l'intérêt de sa présence dans une école, surtout en ces temps de Covid. Dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qui rend cette rentrée scolaire 2020-2021 assez particulière? Monsieur Paden. Ok, merci madame pour la parole. Bon, cette rentrée, nous la nommons particulière suite à la pandémie et Covid-19. Tout simplement. Oui, tout simplement. Raphaël, ton avis sur la question? Oui, cette rentrée serait particulière dans la raison, bien dans la mesure où c'est la première fois, en tout cas de ma connaissance, c'est la première fois qu'on va commencer une rentrée scolaire en novembre. D'habitude, c'est le premier point de particularité. Oui, c'est ça déjà la particularité. Puisque souvent c'est en septembre qu'on commence la rentrée scolaire. Et déjà on est presque à la moitié du premier trimestre normalement de l'année scolaire. Et voilà que c'est en ce moment qu'on va commencer. Deuxième point, c'est la première fois qu'on annonce une rentrée scolaire et les parents s'inquiètent. Beaucoup d'acteurs de l'éducation s'inquiètent. Est-ce que ça va se tenir? Est-ce que ça ne va pas se tenir? Voilà, ça rend particulière cette rentrée. Et autre élément, et notre confrère vient de le dire, l'apparition de cette maladie à coronavirus fait que ces problèmes de distanciation sociale et l'accueil, parce que la capacité des classes à pouvoir accueillir le flux des élèves, et tout ça fait qu'il y a beaucoup plus d'inquiétude, et voilà tout cela autour de cette rentrée qui fait que la rentrée devient très particulière. Exactement. Monsieur Pabeba. Merci madame. Je pense, pour ajouter à ce que le collègue vient de dire, à mon niveau, c'est les implications, les conséquences immédiates de cette maladie à coronavirus qui rend cette rentrée assez particulière. Et vous allez voir que, comme il vient de le dire, la rentrée au 2, dit jamais vu, il y aura des dispositions à prendre et tout le monde est bouleversé et donc là, les gens ne sont pas rassurés. Voilà ce qui rend un peu la rentrée particulière. Qu'est-ce que nous dit le psychologue? Oui, merci. Je pense que les collègues ont beaucoup de choses. Et la particularité, nous savons tous, c'est la Covid-19 qui est l'élément catalyseur. Maintenant, comme nous le savons, il y a des conséquences par rapport à cette rentrée. Nous avons vu la rentrée qui était annoncée au 26 octobre. Mais après tout, le gouvernement est revenu le 26 octobre serait la rentrée pédagogique et les cours commenceront le 2 novembre. C'est la première fois. C'est vrai que dans les universités, on voyait ça, mais dans le secondaire et les autres études de niveau, il n'y avait pas ça. Donc il y avait toujours une rentrée. Et
Et du coup, cette année, on a 2 rentrées. Une première rentrée pour les enseignants et une seconde rentrée pour les élèves. Donc tout ça rend particulier cette rentrée. Donc si on essayait de récapituler, il y a le retard en ce qui concerne la date de la rentrée comparativement à la date traditionnelle, à la période traditionnelle à laquelle on commence les cours. Ensuite, il y a cette pandémie de Covid qui rend particulière cette rentrée scolaire, mais disons aussi qu'elle est particulière parce qu'elle suit une année scolaire fortement perturbée par la pandémie et les mesures de reconfinement. Je crois que le ministère de l'Éducation, de l'enseignement primaire et secondaire a pris des dispositions pour vous aider, vous et vos apprenants, à bien faire les cours ou à vous sentir à l'aise. Donc, que pensez-vous de ces dispositions par rapport à la distanciation sociale dans les classes? Vous nous rappelez les dispositions et vous nous donnez votre avis. Ok, je pense que la formation que nous avons suivie sous l'impulsion du ministère du tutelle, ministère de l'Éducation, c'est qu'il y a certains métiers que nous faisions qui sont des métiers à risque. C'est-à-dire il y a certains exercices qu'on fait au tableau qui sont des exercices à risque qu'il faut particulièrement éviter ou bien trouver d'autres approches de solutions pour qu'il n'y ait pas cette approche avec les élèves. Il y a le lavage des mains qui sera régulier. Nous avons également le port de masque qui devient finalement une fourniture scolaire pour les élèves. Le masque devient une fourniture scolaire pour tous les élèves. Tous les élèves doivent l'avoir et doivent le porter. On ne doit jamais le descendre. Voilà. Il y a également le gel hydroalcoolique. Bon, bref, toutes les mesures barrières qui peuvent empêcher la circulation de du virus. Et également, nous avons appris également avec le ministère que au niveau des enfants de la maternelle, ça serait 30 par salle. Et au niveau du primaire et du préscolaire, du primaire et du collège et du lycée, ça serait 60 par salle. Bon, tout ça là, c'est justement pour éviter le flux, le trop grand nombre dans une salle un peu contigue, pour éviter la propagation du virus. Bon, maintenant, moi, mon impression personnelle par rapport à ce qu'ils ont proposé, je pense qu'ils ne peuvent pas faire mieux, parce que nous sommes dans une situation où on ne s'attendait pas à un virus de telle ampleur. Donc c'est la première fois que le monde entier vit cela. D'autres se reconfinent actuellement sous autres cieux. Et là, nous devons rendre grâce à Dieu que nous, on n'a même pas, il n'y a pas un confinement total au point de parler même au point de parler de reconfinement. Donc, autrement dit, il ne peut pas faire plus que ça pour le moment. Même si nous souhaiterions que, à partir du moment où on a décrété l'état d'urgence sanitaire, on pouvait également décréter état d'urgence scolaire académique, c'est-à-dire que mobiliser assez de fonds pour construire des établissements, pour recruter suffisamment des enseignants, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous parle du double flux, ça va être très, très difficile pour les enseignants. Autrement dit, les heures seront augmentées. Et je ne sais pas, ça va être très compliqué à gérer. C'est la première fois que nous allons expérimenter ça. Mais selon moi, je proposerai, et je sais qu'ils me suivent, et avec le nouveau ministre, qu'on décrète un état d'urgence scolaire pour qu'on puisse mobiliser les fonds nécessaires, et revoir surtout le système éducatif. Et accompagner les enseignants. Merci beaucoup. Merci, M. Pabeba. Et merci, madame. Pour ajouter à ce que le collègue vient de dire, effectivement, nous sommes dans une situation de crise sanitaire très grave. Et je m'en vais d'abord féliciter le ministre pour les dispositions assez louables qu'il a prises et dire que à l'impossible, nul n'est tenu. Nous avons connu cette maladie, nous avons déjà fait une première rentrée entre-temps. Donc, le ministère a pris toutes ces dispositions pour pouvoir aider les élèves à éviter cette contamination. Pourquoi? Parce que lorsque déjà on prend des mesures, la stratégie du double flux dans les classes, on demande à ce que nous ayons comme effectif 30 au primaire et 60 au collège, au secondaire. Je pense que c'est fait à dessein pour éviter
que les élèves ne soient pas en contact. Et si nous prenons les écoles officielles, vous allez voir que dans une salle, avant on avait plus de 100 élèves par classe. Donc avec ce système de double flux, avec la réduction des effectifs, je pense que c'est pour éviter au maximum les contacts, pour éviter la contamination de la maladie. Oui. Monsieur Kpadin. Ok, merci madame. Bon, comme le collègue vient de le dire, je voudrais sincèrement aussi remercier le ministre du tutelle par rapport aux dispositions. Parce que à l'heure où nous sommes, c'est vraiment délicat. Et c'est une première fois dans notre pays, nous sommes arrivés face à une telle situation, déjà une première rentrée concernant les enseignants. C'est déjà passé et avec une formation. Et cette formation demande à ce que les enseignants ne soient pas aussi exposés à trop de risques et aussi rassurer les parents. Je crois que à la rentrée prochaine, le 2, quant à ce qui concerne la mesure de la distanciation physique, nous allons faire un effort pour pouvoir gérer cela. Parce que la maladie existe, la pandémie est toujours là. Donc nous devons faire de telle sorte que les parents, depuis la maison, soient rassurés tout en envoyant leurs enfants à notre disposition à l'école, quoi. Pour que nous aussi, nous n'arrivions pas à être exposés de trop, alors au risque de la pandémie. Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc déjà, vous encouragez les parents à envoyer les enfants à l'école, surtout ceux qui sont réticents. C'est ça. Monsieur le psychologue. Oui, merci. Et c'est vrai, le gouvernement a pris des mesures, et comme les enseignants eux-mêmes, ils l'ont constaté. Ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu, ils ont déjà été formés. Donc ça fait déjà une chose. C'est vrai que quand on analyse un peu l'ensemble de ces mesures qui sont prises, on se dit que c'est insuffisant. Mais le gouvernement est en train d'adopter une stratégie, telle en sorte qu'il faut commencer. Et là, dès que les problèmes commencent par surgir, au fur et à mesure, ils vont résoudre les problèmes. Parce que tout à l'heure, il ne peut pas avoir tous les moyens pour mettre à la disposition pour qu'on puisse être vraiment dans les conditions optimales pour éviter la maladie. Mais l'essentiel est en train d'être proposé et que je pense que c'est au fur et à mesure ils prendront des dispositions pour résoudre les problèmes qui se créeront. En tant que psychologue, dans quel état psychologique pensez-vous que à la fois les enseignants, les élèves et les parents sont actuellement? Et actuellement, que ce soit au niveau des enseignants, vous voyez déjà même les enseignants, les syndicats et des enseignants qui commencent déjà par porter des revendications, surtout en parlant des primes, les primes de risque, puisqu'au niveau des hôpitaux, il y a des médecins, les infirmiers qui ont des primes de risque. Donc les enseignants également estiment que dans ces conditions où ils seront devant les enfants et ils sont exposés et qu'ils ont besoin des primes de risque. Et au niveau des parents, c'est la même chose. Je discutais avec certains parents qui me disaient que les enfants qui vont aller, eux, ils ont pris toutes les dispositions pour encadrer les enfants à la maison. Mais quand ils vont envoyer les enfants à l'école, ils ont peur que les enseignants qui sont infectés aussi contaminent les enfants, leurs enfants. Donc, de part et d'autre, il y a des inquiétudes. Mais ce qui est bien dedans, c'est que du moment où chacun, de son côté, est en train de s'inquiéter, ça veut dire qu'on prend au sérieux le problème. Si l'enseignant dit qu'il a peur d'être infecté, ça veut dire qu'il prendra des dispositions pour ne pas être contaminé et pour ne plus aussi contaminer ses élèves. Mais sous votre yeux, on aurait appris qu'avant la rentrée, on a dépisté les enseignants. On a fait le dépistage aux enseignants pour voir ceux qui étaient sains et ceux qui ne l'étaient pas pour ne pas exposer les enfants. Vous auriez souhaité que cela soit ainsi chez nous? Monsieur Kabeba. Oui, madame. Vous voyez, comme le dit vraiment, c'est un métier à haut risque. C'est aujourd'hui que vous vous en rendez compte? Le risque existait, mais avec la maladie, vraiment, ça réconforte. Ça se renforce. Et vraiment, c'est avec la peur au ventre que nous nous rendons dans les salles de classe.
Vous voyez? Donc on aurait souhaité que ces mesures puissent être prises pour nous permettre aussi de se savoir bien portant pour ne pas contaminer nos enfants. Vous voyez? Donc je crois que cette requête est tombée dans de bonnes oreilles et que d'ici là, nous aurons des nouvelles. Tout à l'heure, monsieur le psychologue soulevait un point, l'inquiétude des parents. Justement, certains parents seraient en train de faire part de leurs inquiétudes concernant le niveau de préparation de certaines écoles. Selon vous, pourquoi ces parents ne sont-ils pas rassurés, monsieur Kpadem, par la reprise des cours? Ok, merci madame. Les parents ne sont pas vraiment rassurés pour le moment parce que la maladie, ça existe toujours. Ça existe et donc les parents se posent mille et mille questions. Faut-il envoyer mes enfants à l'école pour aller suivre les cours à risque de revenir à la maison avec la maladie, le Covid-19, venir nous contaminer? Bon, il y a tout ça là, quoi. Donc, je crois que c'est ce que le gouvernement est en train de faire tout en rassurant ses parents de loin à la maison. D'abord, partant par une telle formation passée et aussi en parlant du double flux et du triple flux dans les écoles. Qu'est-ce que vous appelez triple flux? Oui, double flux, triple flux, ceci dit, par exemple, quand on prend le primaire, il faut 30 élèves par classe. Quand on prend le secondaire, il faut 60 élèves par classe. Et donc, ceci, la matinée, une vague d'élèves doit passer, suivre le cours du matin jusqu'à midi. Et le soir, une autre vague aussi doit suivre le cours. Et ça dit, doit suivre le cours les après-midi, quoi. Et une semaine suivante, ceux-là qui étaient là la matinée vont alors revenir le soir et ceux qui étaient là le soir vont revenir la matinée. Le ministre même en a parlé l'autre fois. Donc voilà. Donc tout ceci pour rassurer les parents de peur que... pour qu'ils n'aient pas peur. Pour qu'ils n'aient pas peur. D'envoyer les enfants à l'école. Pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc voilà un peu ça. Merci beaucoup, Raphaël. Oui, et je pense que si certains parents s'inquiètent de la reprise et surtout du niveau de préparation de certains établissements, l'inquiétude est bien partagée dans la mesure où vous avez certaines écoles privées qui n'ont pas, c'est-à-dire la capacité d'accueil ne permet pas, puisque nous avons fait une expérience avec les salles d'examen qui avaient repris après le confinement, c'est-à-dire après le 15 juin, ils avaient repris les écoles. Et on a constaté que, bon, même si on prend toutes les précautions dans les salles, juste après les salles, les enfants s'agglutinent, il y a ce contact-là qui continuait, ils enlevaient les bavettes. Donc on s'inquiète, étant donné que maintenant, le niveau de contamination, on le voit souvent à la télé, qui s'augmente. On ne sait pas quel genre d'élève va venir, va contacter, aura de contact avec mon enfant et tout ça. Bon, au moins, le ministre, avec tout ce qu'il a réussi à faire, moi, c'est un monsieur que j'admire beaucoup, a rassuré. Il a fait, et je pense... Tu voulais dire qu'il a fait le maximum? Bon, pour le moment, parce que pour le moment, et je sais qu'il est en train de réfléchir. Si déjà il a annoncé hier que d'ici avant la fin de ce mois, bien du mois prochain, c'est-à-dire avant fin novembre, il y aura recrutement, il y aura concours de recrutement des enseignants, c'est qu'il mesure déjà l'important, bien la portée de la tâche qu'il attend. Parce que si on parle de double flux, lorsque certains élèves vont travailler le matin, d'autres vont venir le soir, mais c'est avec les mêmes enseignants. Est-ce qu'il ne sera pas fatigué? Donc tout ça est à y penser et à y réfléchir. Et aujourd'hui, si nous retournons dans d'autres établissements officiels, est-ce que c'est sûr qu'ils vont faire ces double flux ou bien ces triple flux? Surtout qu'ils ne peuvent pas assurer, parce qu'il y a ces histoires des enseignants vacataires à payer, et ça c'est à l'achat de l'établissement même, et tout ça, ce qui augmente l'inquiétude de certains parents. Et c'est ça leur inquiétude. Donc je vois que la rentrée scolaire de cette année va commencer, se dérouler dans un contexte assez particulier, et qu'on a besoin des appuis de certains agents pour que les choses aillent mieux. Et justement, pour la bonne marche de l'année scolaire, il faut une synergie, comme je l'ai dit, des différents acteurs du système éducatif. Et parmi ces acteurs se trouve le conseiller de jeunesse qui est souvent absent dans la plupart de nos écoles. Qui appelle-t-on
conseiller de jeunesse et quel est l'intérêt de sa présence dans une école, surtout en ces temps de Covid. L'interview que nous allons faire tout de suite nous le dira. Suivez. Le conseil de jeunesse, tout d'abord, c'est un agent de changement. C'est un médiateur social. C'est un acteur de développement local et communautaire. Donc, en bref, un conseiller de jeunesse est un acteur de développement au sein de la communauté. Et nous savons tous que l'école est une institution de formation des enfants. Nous, à l'école, on forme en l'humain les compétences qui lui seront nécessaires pour affronter la vie et impacter le développement. Et c'est là où se trouve la majorité de nos jeunes. Et justement, un conseiller de jeunesse qui est spécialisé dans l'accompagnement de la jeunesse est important dans l'école. Un conseiller de jeunesse est un acteur de changement de comportement. Il est un spécialiste de la communication pour un changement social de comportement. Et aujourd'hui, les jeunes adoptent des comportements à risque en ces temps de Covid. Par exemple, le non-port de masque, l'absence de lavage des mains et le non-respect de la distanciation sociale, ce sont des risques que les jeunes prennent. Et pour ne pas faire des acteurs de propagation du virus, il faut des acteurs qui maîtrisent les techniques de communication pour un changement de comportement. Un acteur comme le conseiller de jeunesse qui maîtrise le message type qu'il faut pour les jeunes. En ces temps de Covid, l'intérêt de la présence du conseiller de jeunesse dans une école se traduit aujourd'hui par les qualités et les capacités que le conseil de jeunesse a à transmettre les informations utiles pour que les jeunes puissent comprendre que la question de la Covid est une question de santé publique qui peut impacter le développement. Le conseil de jeunesse a les qualités et les techniques pour inspirer confiance aux jeunes. Donc c'est un atout de plus pour le conseil de jeunesse pour pouvoir amener les jeunes à comprendre que la Covid, c'est réel. Aujourd'hui, les jeunes, ils pensent que, et la population en général, la plupart des gens, ils pensent que la Covid, c'est une invention, c'est un mythe. Et il faut un spécialiste de la communication sociale pour permettre aux jeunes de comprendre et d'accepter et de changer leur façon de voir, de changer de paradigme à partir des informations. Et un conseiller de jeunesse, justement, il est formé et outillé pour ça. Merci de revenir avec nous dans ce numéro de Podium Jeunesse. Nous venons de suivre les propos du conseiller de jeunesse. Monsieur Kpedem, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense très bien que M. Messan a su dire la réalité de la chose. Vraiment, il faut un conseiller de la jeunesse dans les centres pour pouvoir aider la jeunesse. Alors à savoir réellement que la situation face à laquelle nous sommes maintenant est une réalité, non de l'amusement, quoi. Donc c'est vraiment un atout pour la jeunesse. C'est un atout pour la jeunesse et pour l'école. Voilà. Monsieur Pabeba. Oui, vous savez, madame, aujourd'hui, c'est dommage que dans nos institutions, nous n'avons pas ce genre de conseillers, d'agents. Vous allez voir que dans nos écoles, nous avons les enseignants, le directeur est là, les enseignants sont là, les membres de l'administration sont là. Mais lorsque certains problèmes surgissent, on a besoin des spécialistes. Exactement. Et surtout, en ce moment de crise, l'enseignant à lui seul ne peut pas tout faire. Voilà, ce sont des agents qu'on devait avoir pour nous aider dans notre tâche. Voilà. Et je pense que c'est une bonne chose si vraiment nos autorités peuvent y penser sur une bonne chose. Et surtout si les fondateurs d'écoles aussi y pensent, pour les écoles privées. Justement. L'agence, le conseil de jeunesse, l'agence sociale, le psychologue de l'éducation. Oui, bizarrement, c'est la première fois que moi j'apprends. Tu entends parler du conseil de jeunesse. De jeunesse, parce que
tout ce qu'il vient de dire, moi, c'est là que je comprends le métier de l'enseignant. C'est-à-dire que tout ce qu'il vient de dire... Vous gérez beaucoup de choses que vous ne devriez pas gérer. Exactement, exactement. Et par moment, peut-être que par mauvaise communication, peut-être que l'information telle que nous devons la passer, une fois que nous ne la passons pas bien, l'enfant ne va pas s'y intéresser. Ne saisit pas le fond du message. Voilà. Or, si l'enfant comprend mieux cette histoire de coronavirus, lorsqu'il rentre à la maison, c'est lui qui va faire intéresser cela à ses parents. Il sera un relais. Et là, les parents aussi vont comprendre, parce que jusqu'alors, même si beaucoup comprennent, il y en a encore un nombre assez important qui ignorent ou bien qui ont des suspicions à propos de cette maladie. Donc, ce qui fait que moi, je pense que le gouvernement et notre ministère du tutelle a déjà vu ça. On doit mettre ça effectivement un besoin réel. À la disposition pour écoles. Voilà, des écoles. Je pense que c'est très intéressant. Docteur Yakou, vous faites partie de ces agents dont on a besoin dans les écoles, mais qui, étrangement ou par ignorance peut-être, manquent dans la plupart de nos écoles. Les psychologues de l'éducation de la formation, les agents sociaux et les conseillers de jeunesse. Oui, effectivement, dans pratiquement dans tous les établissements, il n'y en a pas. Il y en a pas. Parfois, c'est de façon sporadique que nous intervenons lorsqu'il y a certains problèmes. Et c'est de par des relations. Peut-être un proviseur, connaissant un psychologue, un problème arrive, il appelle de façon personnelle, dit « Ah, j'ai tel problème dans mon établissement, viens m'aider ». Donc, ce que le collègue vient de dire, c'est que les acteurs sociaux ont leur place dans les établissements. Aujourd'hui, on dépasse ce niveau de ce concept de réussite scolaire. Mais on parle plutôt aujourd'hui de réussite éducative. Et dans la réussite éducative, on inclut la réussite scolaire qui concerne juste les notes que l'enfant a. Mais le côté comportemental détermine l'individu de demain. Aujourd'hui, nous allons voir des comportements des élèves dans l'établissement, mais l'enseignant, le proviseur, à lui, ça ne peut pas gérer. Il fait son effort pour que l'enfant puisse avoir de bonnes notes, mais au même moment, il faut que... Côté comportement, il faut que c'est des spécialistes qui doivent discuter avec l'enfant, qui doivent le conseiller pour que l'enfant devienne un individu et complet demain. Quand vous voyez les parents, combien de temps les enfants passent avec les parents? Certains parents ne voient même pas pratiquement les enfants durant une semaine. Ils se réveillent le matin très tôt, il part, l'enfant est à l'école. Le soir, l'enfant lui revient tard, il se couche, il n'a pas vu l'enfant. Donc, ça veut dire que l'enfant passe plus de temps à l'école et il faut, au niveau des écoles, mettre tous les acteurs qui doivent intervenir pour la formation de l'enfant, pour sa réussite éducative et non sa réussite scolaire. Aujourd'hui, tous les efforts sont concentrés sur la réussite scolaire en oubliant la réussite éducative. Et c'est là tous les problèmes que nous avons. Nous l'avons vu en fin d'année, ce qui s'est passé sur les sextapes, tout ça là comme ça. Donc, c'est la présence des acteurs sociaux dans l'établissement qui peut résoudre ces genres de problèmes. Mais bon, le gouvernement, je pense que dans le concours des enseignants qui est passé, que Covid a interrompu, il y avait une vague de conseillers d'orientation psychologue. Peut-être qu'ils avaient demandé 50. Donc, s'ils en recrutent 50, c'est très insuffisant, mais c'est un début. Par rapport aux besoins du terrain. Voilà, par rapport au début du terrain. Donc, c'est également de penser aux conseillers de jeunesse, aux acteurs sociaux, que même l'école d'affaires sociales qui forment. Ce sont des gens très compétents. Et continuent de former. Ils continuent de former. Mais ils ne sont pas consommés. Ils ne sont pas consommés. Par le marché de l'emploi. Ils ont toutes les compétences, mais ils ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas utilisés. Donc, il faut que le gouvernement pense à ça pour que vraiment notre système éducatif change vraiment de concept. Et de visage aussi. Je crois que ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation, mais comme il y a beaucoup d'écoles privées qui absorbent des flux assez importants d'élèves, il faut que les fondateurs d'écoles aussi sachent que ces agents sociaux, leur présence dans les écoles va à leur avantage. C'est parce qu'ils ne le savent pas. Oui, effectivement, mais dans ces dernières années, chez certains établissements, certains fondateurs vraiment pensent à ça. Parce que nous avons été plusieurs fois sollicités par des fondateurs d'écoles privées
d'abord pour la formation psychopédagogique des enseignants et pour la prise en charge des élèves lorsque le proviseur ou bien le formateur remarque que tel enfant a un écart de comportement, il appelle rapidement le spécialiste pour venir s'occuper. Donc si on continue par les sensibiliser et qu'ils comprennent vraiment le bien fondé, ils peuvent recruter. Une école privée peut recruter un conseiller de jeunesse, il peut recruter un acteur social, il peut recruter également un psychologue de l'éducation pour l'avancement même de son traitement. À la fin de l'année, quand il a de bons résultats et que sur le plan comportemental, on dit les élèves sont des élèves exemplaires, ça fait également un bonus pour son établissement. Une fois, j'ai reçu un proviseur sur le plateau ici et il nous disait que ça les gêne et des fois, ça les dépasse. Ils sont mécontents lorsqu'un parent ramène son enfant à l'école et demande à l'école de le punir, alors que ça devait être le travail du parent. Supposons que le parent l'a fait en vain. Normalement, c'est les agents sociaux, s'ils étaient présents dans l'école, qui allaient s'occuper de ça et non l'enseignant. Ou bien Raphaël. Oui, c'est un sérieux problème cette affaire. Parce que même maintenant que la rentrée va commencer, c'est un ouf de soulagement pour beaucoup de parents. Ils disent, bon, c'est un bon débarras, quoi. Je vois. Ça dit, bon, allez, et puis bon, maintenant, on peut respirer. On gère le reste. Vous voyez, ce qui veut dire que il y a déjà ce problème qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et on pense que l'enseignant, la plupart de nous, enseignants aujourd'hui, nous sommes aussi jeunes et nous avons besoin aussi de ces conseils-là. Donc, celui qui a besoin de conseils aura du mal à conseiller quelqu'un. Est-ce que vous voyez ça? Ça sera de l'à peu près. Ça sera de l'à peu près. Donc, on a besoin de ces formateurs, de ces psychologues, de ces conseillers. En somme, des agents sociaux. Des agents sociaux dans les écoles. Monsieur Pabeba, nous allons revenir sur les dispositions prises par le ministère des Enseignements primaires et secondaires pour le respect de la distanciation sociale durant les cours. Selon vous, qu'advient-il du cours d'éducation physique et sportive? Puisque c'est un cours qui fait appel à rester en groupe permanemment ou pendant un long moment. Merci madame. D'abord, il faut féliciter le ministère pour avoir déjà suspendu certaines disciplines, comme le grimpé et le lancer de poids. Cette année, ces disciplines ne feront pas partie de l'exercice d'éducation physique. Alors, quoi qu'on dise, l'éducation sportive est l'une des activités favorites de nos élèves. Il y aura certes des contacts physiques, mais je pense avec les mesures pour la distanciation sociale, la distanciation physique, il revient maintenant aux enseignants d'être très vigilants à l'endroit des élèves pour les aider à respecter ces mesures-là. Je m'avais dit pourquoi pas ne pas affecter 2 enseignants pour une séance d'éducation pour pouvoir permettre à ce que les élèves vraiment puissent rester dans des conditions optimales pour pouvoir bien faire le sport et éviter au maximum les contacts. Ok, M. Padin, votre avis? Oui, merci madame. Face à cette question par rapport aux collègues enseignants du sport, c'est vraiment un problème délicat, comme le collègue vient de le dire. Merci au gouvernement qui a déjà supprimé. Je vais lui ajouter aussi, il y a la résistance aussi. La résistance aussi, qui, je crois, ne sera plus parmi alors les exercices physiques. Et nos élèves, nos apprenants, souvent, aiment une telle discipline. C'est-à-dire, il y en a des fois avec leur maillot complet, et puis le goût même des fois, c'est de venir le jour où l'enfant EPS à l'école, il est tellement content. Juste après ça, il y a certains enfants qui disparaissent. Ils disparaissent, ne suivent plus le cours suivant. Et c'est-à-dire, le prof qui doit avoir le cours juste après le collègue DPS, c'est-à-dire à son cours... Se retrouve avec un effectif réduit. Voilà, c'est comme ça. Avec des raisons bizarres, etc. Des raisons qui ne tiennent pas la route. Et donc, je crois aussi que les collègues du domaine doivent faire un effort à cette rentrée surtout. Veiller à ce que, avant et après chaque séance d'activité, chercher alors à contrôler les enfants, les apprenants là, parce que je crois que le gouvernement fait des efforts tout en mettant des dispositifs devant chaque classe ou bien partout sur la cour de l'école. Donc il faut qu'ils veillent à ce que tous ces apprenants là, avant ou après,
une telle activité, elle se lave régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Pourquoi pas désinfecter les mains avant d'avoir accès les salles de classe. À la classe, pour permettre alors à l'enseignant qui va venir faire son cours après ça là, de ne pas être aussi exposé à des risques. Il y a tout ça là quoi. Donc ils doivent veiller beaucoup à ça. Et comme le dit le collègue, un seul enseignant face à ça, ce serait vraiment difficile. Je ne sais pas comment ce sera géré, mais bon, on reste à voir ce qui va se passer à la rentrée. L'autre inquiétude par rapport à cette matière, c'est qu'on aurait appris que pour gravir une échelle, par exemple, il ne faudrait pas garder le cache-nez. Lorsqu'on fait des efforts physiques qui nécessitent qu'on ait du souffle, il ne faudrait pas garder le cache-nez. Et dans le cas de ce cours, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez une idée, M. Dr Yakou? Bon, personnellement, c'est complexe. Oui, c'est complexe, je n'ai pas d'idée, mais je pense que les inspecteurs de jeunesse et le gouvernement doivent vraiment réfléchir sur cette matière et voir comment il faut s'organiser pour qu'elle puisse se dérouler. Sinon, vraiment, c'est complexe. C'est complexe parce qu'il faut fournir de l'énergie. On ne peut pas au moment, en fournissant l'énergie, porter encore les bavettes, ça serait vraiment... Je crois que lorsque vous parcourez une longue distance et que vous marchez rapidement avec une bavette, vous avez idée de la sensation. Ça étouffe, comme M. Fadé nous l'a dit, ça étouffe. Donc je crois que c'est un problème à regarder de près. Cette rentrée scolaire, je l'ai dit tantôt, va commencer et va se dérouler dans le contexte de la COVID-19. En tant qu'enseignant, comment pensez-vous aider les apprenants à s'adapter aux nouvelles réalités de l'école, Raphaël? Bon, en tant qu'enseignant, d'abord, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Autrement dit, si nous voulons que les élèves portent les masques ou bien les cache-nez, il faut que l'enseignant lui-même, déjà en situation de cours, doit porter ça. Doit servir d'exemple. Exactement. Dès qu'il rentre, première des choses, c'est de se désinfecter. Et au vu et au su de chaque élève. Et là, les élèves voient déjà leur enseignant à l'œuvre. Je pense qu'ils feront de même. Autre chose, c'est que l'enseignant doit répéter à chaque fois aux élèves d'éviter, c'est-à-dire les mesures barrières. Il doit, au moins à 5 minutes avant, c'est-à-dire, dès qu'il rentre, les premières 5 minutes, il doit consacrer ça au moins à la sensibilisation et à ces mesures barrières pour les élèves. Parce que c'est très important. Le problème, c'est que peut-être que les enfants peuvent l'avoir, mais peuvent être asymptomatiques. Mais puisque leur âge leur permet cela. Mais les enseignants, avec l'âge, eux, ils sont les plus exposés. Ça, c'est une maladie d'âge. Donc, l'enseignant gagnerait plus lorsque lui-même, il se protège, mais également lorsque les élèves se protègent. Donc, il doit faire ce travail de sensibilisation avec les élèves pour que les mesures barrières soient respectées. Je pense que c'est un peu ça. Et on nous a également formé, et ça, je remercie également le gouvernement pour cela, chaque enseignant, puisqu'il y a certains travaux dans notre métier que nous faisions, qui aujourd'hui deviennent des métiers à risque. Par exemple, utiliser les mêmes objets, passer des choses avec les élèves, envoyer les élèves au tableau, faire des travaux de groupe. Tout ça, là, sont des métiers à risque. C'est-à-dire, sont des choses à risque. Des séances de travail à risque. Les activités à risque. Des activités, justement, à risque. Donc, où il faut trouver d'autres solutions, d'autres palliatifs, dans l'optique de respecter la distanciation physique. Et avec les apprenants, mais tout à toujours faire le travail et avoir un résultat à la fin. C'est un peu compliqué, mais nous sommes appelés à un devoir de sacerdoce, nous devons le faire. Merci. Vous devriez le faire, Monsieur Pabeba. Oui, merci madame. Et comme l'a dit, d'abord je pense qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Surtout en ce moment où il y a un relâchement au niveau du respect des mesures barrières. Vous voyez, d'autres le disent, cette maladie, c'est une maladie inventée, elle n'existe pas, vous nous dérangez avec toutes ces mesures. Il faut vraiment sensibiliser nos élèves. Et surtout aussi, éviter de créer de la psychose chez les élèves. Vous voyez, lorsque par exemple, on a des doutes sur un élève, on dit, bon, cet élève est atteint, ce serait de la panique générale. Il faut donc éviter la psychose. Dès que l'élève commence à tousser ou à la fièvre. À la fièvre, donc bon, si on ne sait pas s'y prendre, on risque de
paniquer nos élèves. De faire paniquer les élèves. Aussi, il faut rassurer psychologiquement nos élèves. Il faut faire un travail psychologique à l'endroit des élèves pour pouvoir les amener à rester en classe sans peur et dans de bonnes conditions. Comme l'a dit le collègue aussi, il faut quand même que nous servions d'exemple d'abord. Lorsque vous venez en tant qu'enseignant, vous ne mettez pas votre masque, comment vous voudrez que les élèves obtempèrent ce que vous leur dites. Donc cela va commencer aussi par nous. Par vous. Monsieur Patenou. Oui, merci madame. Bon, en tant qu'enseignant, aider les apprenants, alors face à une telle situation actuelle, les aider à s'adapter aux nouvelles réalités. Je crois que d'abord nous devons toujours être très exemplaires. Et aussi, nous avons une telle habitude là, quand tu arrives ou bien tu as cours, les élèves, il y a certains qui se donnent une telle responsabilité à eux-mêmes de venir prendre le sac des enseignants. Tout ça là doit être refusé. Par respect. Oui. On ne peut plus accepter ça. Mais on doit leur sensibiliser, leur expliquer ça. Un enfant vient calmement, non, je vais gérer, merci. Et l'arrivée en classe, vous allez maintenant leur expliquer, leur sensibiliser de plus sur la situation. C'est-à-dire, et la distanciation physique, ça, il le faut toujours. Vous savez, il y a des élèves à cette rentrée, ou bien même dès que la pandémie est arrivée, quand on avait repris l'année là, entre-temps, certains élèves avaient des masques bizarres, juste pour venir faire... Qu'est-ce que vous appelez bizarre? Oui, c'est-à-dire des masques qu'eux-mêmes, ils fabriquent à leur manière, jusque quand tu vois pour faire rire et l'enseignant et leurs camarades de classe. C'est-à-dire ils s'amusaient, quoi. Ils ne prenaient pas ça au sérieux, quoi. Or, c'est une réalité, c'est une réalité. Donc, nous devons veiller à tout ça là. Donc, vous voulez parler de masques fantaisistes? Oui, justement. Okay. J'invite mes chers collègues à ce qu'ils ne s'énervent même pas trop. C'est-à-dire, il faut leur parler, toujours les sensibiliser. Et être patient aussi pour qu'ils acquièrent ces nouvelles manières. Voilà. Puis ce serait vraiment difficile. Un élève peut toutefois peut le faire sciemment, quoi, pour pouvoir provoquer le professeur. Donc, si tu ne sais pas faire, tu risques de te faire embêter par l'élève. Donc, calmement. Et puis, bon, d'ailleurs, nous sommes leur père éducateur. On maîtrise beaucoup de choses. Nous devons avoir cette sagesse-là de les guider. Ok, merci beaucoup. L'autre inquiétude est que avec la pandémie de Covid-19, Dr Yakou, est-ce que vous ne pensez pas que sur une certaine période, on risque d'avoir une génération Covid mal formée? C'est une supposition. Oui, effectivement, c'est la crainte. C'est la crainte que tout le monde a. Et cette crainte peut, à un niveau donné, être acceptée. Quand nous prenons le cours primaire où les enseignants doivent parler. Donc, les enfants doivent regarder le mouvement des lèvres de l'enseignant. Savoir prononcer les lettres. Exactement. De l'alphabet. L'enseignant qui a maintenant la bavette, les enfants n'arrivent pas à voir le mouvement des lèvres, tout ça. Donc, ça va beaucoup agir. Bon, par rapport à ça, j'aurais appris que le gouvernement de prendre des dispositions aussi par rapport à ça pour voir dans quelle mesure il peut trouver aussi des palliatifs par rapport à ça. Mais si ça doit persister, c'est que les parents sont obligés à la maison d'être des relais. D'être des relais. Ce qu'ils n'aimaient pas faire, ils sont obligés de le faire. Exactement, d'être des relais. Donc c'est pourquoi j'interpelle à la responsabilité de chaque parent de comprendre que l'éducation de l'enfant, le parent fait partie. Donc certains parents disent que quand il inscrit un enfant, c'est fini. C'est une dame qui m'a raconté une histoire, mais c'est réel, mais ça m'a fait rire. Brièvement. Elle dit que son enfant est revenu avec un exercice de maison. Bon, la dame n'a pas mis pied à l'école. Elle dit à son mari, du retour du service, on a donné un exercice à l'enfant, on dit s'il ne traite pas, le lendemain on va lui taper. Et le parent, le papa dit que lui n'est pas enseignant, que si lui connaissait, il n'allait pas envoyer son enfant à l'école. Donc l'enseignant n'a qu'à s'en occuper. Il a payé pour ça. Oui, il a payé pour ça, donc ce n'est pas son problème. Mais ce n'est pas bien de voir les choses ainsi. Donc c'est pour dire que les parents vraiment doivent aider les enseignants en cette période. C'est vrai, les premières semaines seront très difficiles, mais très stressant, mais le gouvernement prendra les dispositions et au fur et à mesure. Pour que tout se passe bien. Je crois que le docteur Yakou vient ainsi de dire son mot de fin, Raphaël, à l'endroit des parents surtout. Oui, à
l'endroit des parents de ne pas se paniquer. La rentrée aura bel et bien lieu. Bon, le 2, s'il n'y a pas d'autres situations qui peuvent l'empêcher. Et les enseignants feront leur travail puisqu'ils sont formés pour cela. Et les enfants seront également formés, même si cette génération va servir de cobaye parce que c'est un nouveau paradigme que nous allons... Vous allez expérimenter. Nous allons expérimenter. Eux seront une génération cobaye, mais ça arrive. Donc, ça sera une rentrée comme les autres, même si les réalités vont beaucoup changer. Vont un peu changer. Merci beaucoup, M. Kwabeba. Oui, je vous remercie. À l'endroit des parents, je dirais qu'ils ne s'inquiètent pas. Et chez nous, on dit souvent que lorsque une personne trépasse, elle n'est pas consciente de tout ce qui se fait autour d'elle pour lui donner des funérailles et un enterrement digne. C'est pour dire que les acteurs de l'éducation sont à pied d'œuvre. Ils ne ménagent aucun effort pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour que cette rentrée scolaire soit réussie. Le ministre l'a dit, elle se fera dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. Et donc, pas de panique. Pas de panique. Merci. Envoyer les enfants à l'école. Monsieur Kpadénou, pour finir. Merci, madame. J'invite les parents de garder foi que tout va bien se dérouler. Une fois que le gouvernement est devant, ça va bien aller. Et nous aussi, nous sommes là en tant qu'enseignants. Et tout va bien se dérouler. Il faut que ces parents aient confiance et aussi nous aider aussi à la maison, tout en contribuant aussi de mettre la main pour que ça marche. Merci beaucoup. Je vous remercie pour vos apports, les uns aussi pertinents que les autres. Chers amis de Podium Jeunesse, de ma gauche vers ma droite aujourd'hui, j'ai été en compagnie du docteur Samuel Yakou. Et comme je vous l'avais dit en début d'émission, il est psychologue de l'éducation et de la formation. À la suite du docteur Yakou, nous avions eu Raphaël Gadediso. Il est enseignant de philosophie et c'est lui qui vient de lancer l'appel aux parents de se rassurer qu'ils feront le travail, qu'ils garderont les enfants et qu'il aura la sécurité du niveau sanitaire. Ensuite, nous avons M. Tatoa Kwabeba. Il est enseignant de français et de CM. Enfin, à mon extrême droite, nous avions eu M. Alphonse Kpadénou. Il est enseignant d'espagnol. Vous le savez, tout comme moi, chers amis de Podium Jeunesse, pour la première fois au Togo, on assiste à une rentrée scolaire en 2 étapes. Covid-19 oblige. Le système éducatif, vous le convenez avec moi, ne peut pas redémarrer comme avant. Il faut inventer une nouvelle normalité pour améliorer les acquis scolaires. Ne l'oubliez pas, élèves et enseignants, à l'école, en classe, les gestes barrières doivent être appliqués en permanence. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves et à tous les enseignants du Togo. À samedi.